Super. Alors, oui, prends ta petite gorgée, je vais faire la même chose. Très professionnel. Oui. Merci beaucoup. Petit ginger ale. Alors, On garde pas ça, hein? c'est pas nous qui décident là, qu'est-ce qui reste dans l'épisode. Salut Phil! Comment tu vas? Ça va bien? Ben, moyen. Moyen bien? Moyen bien. Explique. J'ai mal au dos. Bon. J'ai eu le dos barré les 2 derniers jours. Ben, tu le sais, hein? Le stress du balado ou... Le stress de bien des affaires, mais la rentrée scolaire, surtout ma petite a commencé la maternelle 4 ans, puis ça a été une hostie de semaine. Ouais. Je suis comme, ils te font des intégrations d'1 heure par jour. Ouais, Puis toi, t'es supposé continuer de travailler autour de ça, de vivre, de ramener l'enfant, de le gérer. je comprends. Mais ça s'est super bien passé, c'est juste que je suis brûlée, puis mon dos a lâché, c'est un classique chez nous. Fait que là, en ce moment, t'enregistres avec pas de dos. Oui, pas de dos, puis toi, il te manque un bras. Moi, il me manque effectivement un bras. Je me suis pété... Je me suis pas pété un bras, mais Non, je me suis... t'es surentraîné parce que t'es un masculiniste. qui Oui, fait du kettlebell. effectivement. Oui, je fais du kettlebell pour la Révolution. Va falloir pousser des policiers. Donc, mais là, j'ai maintenant 43 ans. Je suis plus capable de lever des choses lourdes sans que mon corps s'effondre. Donc, c'est ça. Toi, t'as fait l'intégration à la maternelle et moi, j'ai fait la désintégration de mon épaule. Fait qu'à deux, Ton épineux. mon sous-épineux, c'est un des 4 tendons qui tient l'épaule. Apparemment que ça va pas du tout. Fait que là, en ce moment, j'ai le bras droit dans une attelle. Fait que ça donne un peu le ton, quand même. On commence en grande forme. Littéralement, Philippe a l'air de quelqu'un avec le bras cassé en ce moment. Là. Oui. Je fais-tu pitié un peu? C'est-tu bon, genre? Oui, c'est bon. C'est bon. Ben, moi, j'ai pitié de toi, donc c'est ça qui est important. Peut-être. Est-ce que tu penses on me donnerait une baguette à la boulangerie ou quelque chose comme ça? J'aurais-tu Je pense peut-être qu'il n'y a droit? plus personne qui te donne. Une baguette, c'est maintenant 6 milliards de dollars, C'est de vrai, toute façon. Donc... c'est vrai. Les baguettes sont en bourse, donc c'est terminé. Mais sinon, on va bien quand même. Oui, on va bien. On va bien. Mentalement, on est toutes là. Tout là. On est toutes là. C'est Ouais. physiquement que ça s'effrite doucement. Mais c'est pas grave. Puis on est prêt pour un premier épisode officiel de ce nouveau balado, Le Temps des Est-ce Monstres. qu'on dit bienvenue à le temps des monstres? Clairement pas. Moi, Ou on j'aime dit bien bienvenue au temps des monstres. Au Temps des Monstres. Mais la balado s'appelle Le temps des monstres. Fait que Ouais. ça serait plutôt bienvenue à le temps des monstres. Et ça serait drôle. Ça pourrait être comme notre running gag. On peut faire ce qu'on veut. Hein. Bienvenue à le temps des monstres. C'est sûr qu'on le garde. C'est ça. C'est comme ça que ça va commencer. Fait que comment ça va fonctionner? C'est qu'on a chacun préparé 2 propos qu'on va mettre de Ouais. l'avant aujourd'hui. Que Phil refuse qu'on appelle des chroniques. Je parce que- refuse le mot chronique. Je trouve que ce mot-là a été complètement perverti par les Ouais. émissions de variété. Là, tout le monde fait des chroniques, puis à chaque fois que j'entends le mot chronique, j'ai l'impression qu'on va m'expliquer qui a inventé le sandwich ou tu sais, quelque chose de même. Là. Un potage féminin. En 1542, un homme appelé Monsieur Sandwich. C'est comme, je déteste le mot chronique. Je sais que c'est pas de la faute du mot chronique, c'est de la faute de son utilisation, mais j'aime pas ça. Fait que je sais pas comment appeler ça, des micros-essais, des Ben, on fait des critiques. des on fait propos, des critiques, des essais, des idées, nos textes. des textes. On veut partager des choses. Fait que moi, j'ai préparé quelque chose. Toi, tu as préparé quelque chose. Puis on Oui. va donc se les présenter à nous et à vous. Puis ensuite, on va en discuter ensemble. Je pense que oui. pense Ben, ça que dépend oui. si tu restes agréable. Ouais, ça dépend aussi si je reste jusqu'à la fin. Alors, on va voir. Fait que là-dessus, tu te sens-tu prête à commencer? Oui, bienvenue à le temps des monstres. Fait que Marie, tu y vas en premier. Oui, Tu te lances. De quoi tu nous parles aujourd'hui? aujourd'hui, je vais parler du livre Pourquoi Trump ne mange pas de tofu de Suzanne Zakour, qui est sorti il n'y a même pas une semaine chez Michel Lafon. C'est dans la nouvelle collection qui est La Flamme, et je cite, « La Flamme est une collection dédiée à celles dont la flamme intérieure guide chacun de leurs pas. » Donc, j'imagine... Peut-être que Marie-Louise Arsenault appellerait ça la collection militante de Michel Lafon. Et donc, Pourquoi Trump ne mange pas de tofu, c'est un essai percutant qui révèle les liens pernicieux entre consommation de viande et misogynie. Mais d'abord, je voulais vous dire que dans le temps des monstres,
on va parler de société, de politique, et c'est certain qu'on va parler d'enjeux sociaux, etc., mais on va beaucoup parler de littérature et d'essais, parce que moi, personnellement, je sais pas toi, mais moi, j'adore les essais. J'ai vraiment de plus en plus de difficulté à cultiver mon affection pour la fiction. C'est étrange. À chaque fois que j'ouvre une histoire, un roman, un récit, fiction, je me dis, je suis en train de manquer quelque chose dans un essai. J'ai comme un FOMO de l'essai à chaque fois que je vais ailleurs. Le seul endroit où je me sens pas comme ça, c'est quand je lis de la poésie. Mais c'est un tout autre registre. Donc, pour l'instant, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les essais, et j'en reçois beaucoup en service de presse, donc on va faire le tour de l'essai québécois pas mal dans Le Temps des monstres. Toi, Phil, est-ce que tu manges et cuisines de la viande ou des produits animaux? Oui. Ben, j'imagine que tes origines siciliennes influencent un peu tout ça. Tu mangeais beaucoup de viande quand tu étais jeune, ado? Ouais, oui et non. C'est-à-dire, honnêtement, mes origines italiennes amènent plus de pâtes que de viande. Là. Ouais. Les Siciliens sont pauvres et paysans, fait Ouais. que la viande n'est pas nécessairement très, très, très présente dans la... Mais non, je te dirais que c'est même plus québécois, je pense, un peu. L'omniprésence de la viande, de la protéine dans tous les repas, là, tu sais, de la protéine animale. Mais ouais, c'est comme été élevé de même, on dirait. Moi, personnellement, j'ai passé ma vie à vaciller entre végétarien, pas végétarien. Je mangeais parfois juste du poisson ou j'arrêtais complètement tous les produits laitiers puis je devenais végane pendant 3 mois. Puis j'ai encore l'impression de jamais arriver à mettre mon pied par terre sur une diète qui est en lien avec mes valeurs. Puis même quand je veux faire ça, j'ai des cravings de feta dans mes salades, j'ai des cravings de fromage dans mes burgers au tofu. Fait que j'ai jamais vraiment passé plus que 6 mois végane. Toi, je pense que t'avais fait un an. Un an, ouais. Végane. Puis comment t'avais trouvé ça? Challengeant, honnêtement. Pas parce que nécessairement c'est plus difficile, c'est plus une question de comme tout réapprendre. Parce que t'as comme acquis à travers les années plein de façons de cuisiner qui tournent autour des protéines animales. Ouais. Puis là, soudainement, il faut soit que tu remplaces ou que tu trouves d'autres solutions. Puis Tu d'autres changes de façons. registre complètement, là, Puis, tu sais. c'est ça, puis veux pas, ça change de goût, puis c'est pas nécessairement grave, mais je veux dire, ça reste comme du travail, fait que c'est challengeant. Ouais. J'ai pas nécessairement pas apprécié. Ce que j'ai retenu beaucoup de cette année-là, en fait, c'est que ça m'a juste donné plus de possibilités, mais je pense qu'après un an, il y avait comme une fatigue, puis je suis revenu à une alimentation plus comme omnivore. Omnivore. Ouais. L'autrice Suzanne Zacour, est-ce que tu la connais? Non, ça me dit rien. C'est une avocate, formatrice et conférencière féministe. Elle a écrit La fabrique du viol, publié chez Leméac en 2019. Puis le livre en entier est captivant parce que, par exemple, les liens qu'elle fait entre les violences sexuelles et l'exploitation des vaches laitières sont vraiment très probants. Genre, je vois pas comment quelqu'un peut lire ça sans admettre notre hypocrisie collective et la place du capitalisme dans nos luttes féministes et spécistes. C'est vraiment percutant. Là. Il y a plein de photos dans son livre de campagnes publicitaires terribles, entre autres de chaînes de restauration rapide, où les animaux sont mis en scène de manière désirable. Un cochon qui fait la cochonne aguicheuse. Il y a des pubs d'animaux qui s'auto-découpent et s'auto-apprêtent pour s'auto-manger. Tu sais, c'est des choses qu'on voit peut-être moins au Canada ou même au Québec, mais aux États-Unis, c'est comme des énormes billboards sur l'autoroute, là. Hey, Carl's Jr., we don't do subtle. Ces animaux-là qui sont comme des heureux participants de leur mise à mort pour des restaurants ou des magasins ou peu importe. Donc, j'ai vraiment pris conscience que le véganisme, c'est zéro une affaire de luxe ou un passe-temps de privilégié. C'est pas non plus une diète ou un caprice. Puis selon Zacour, c'est le refus de quelque chose qui est largement considéré comme éthique dans notre société. C'est-à-dire, on va à l'épicerie, on achète un morceau de poulet, on le cuisine et on le mange sans même s'arrêter à d'où vient ce poulet, comment il a été tué, comment il a été élevé, comment il a été engraissé, comment il a été socialisé s'il y a eu socialisation. Tu sais, c'est carrément... On le fait par automatisme, j'ai l'impression. Puis je parle pour moi aussi. Tu sais, des fois, j'ai envie de faire un pâté chinois. Je vais acheter de la viande hachée, le bio, le plus souvent possible. Mais quand j'ai un craving, c'est ça qui va surpasser mon désir d'éthique et de respect de mes propres valeurs qui sont comme anti-souffrance, en général. Mais ça, est-ce que c'est pas vrai un peu pour toute la consommation dans le capitalisme, qu'on est toujours déconnecté un peu de l'objet, du réel, de ce qu'on consomme? Ouais. Parce que si on commence à penser à quelles sont les conditions des gens qui font nos jeans, nos iPhones, soudainement, ça devient comme très lourd et impossible à porter. Fait que je pense que même la publicité et le marketing essaient de nous sortir un peu du réel. Oui, d'où même les pubs qu'on trouve plus aux États-Unis
démuni de la sexualisation de l'animal pour qu'on désire le déguster, le mâcher, le digérer, c'est quand même fou, tu sais, parce qu'on a intégré ça alors qu'on a complètement désintégré justement la chasse, la pêche, la plupart d'entre nous, je parle... Le lien avec la nature. Le lien avec la nature, l'espèce de... Ben, si on n'a pas pêché de poisson, nous n'en mangerons pas ce soir, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment... dans le véganisme, c'est vraiment de refuser l'oppression puis l'exploitation sous toutes ses formes. Puis Suzanne Zacour, elle arrive dans ce livre-là à vraiment nous faire prendre conscience de trucs auxquels on pense moins ou qu'on pense carrément jamais, tu sais. Quand on regarde qui mène réellement ces luttes-là pour la justice sociale, c'est rarement les plus privilégiés qui font ça. Tu sais, on s'imagine souvent les véganes comme... je sais pas, là, des madames blanches riches qui ont le temps, les moyens, puis probablement nounous pour s'occuper de leurs enfants, mais souvent, les véganes, c'est des anarchistes, des antifas, des gens qui sont comme plus militants parce que justement, ils font des moves qui vont avec leurs valeurs. Et souvent, les féministes sont véganes aussi. Parce que toute l'exploitation de la vache laitière, par exemple, ou on vole carrément le lait aux vaches pour le donner à nos enfants. On est la seule espèce qui fait ça, comme littéralement violer d'autres animaux pour extraire leurs ressources pour nourrir nos enfants. C'est vraiment bizarre. Je trouve qu'on pense pas, on s'attarde pas beaucoup à ça. Puis, comme le dit elle-même Zacour dans son essai, en présentant le véganisme comme une posture privilégiée, les spécistes, c'est-à-dire les personnes qui pensent qu'il y a des types d'animaux qui méritent plus notre respect ou notre empathie, cherchent à masquer leurs propres privilèges humains face aux animaux qu'ils, elles, oppriment. Il faut dénoncer ce stratagème, surtout lorsqu'il est teinté de sexisme, promouvant le stéréotype de la végane comme une femme blanche, riche, mince et superficielle. Le véganisme n'est pas un luxe, mais une nécessité éthique pour qui rejette l'oppression sous toutes ses formes. Là, elle ajoute plus loin d'être un engagement en concurrence avec d'autres combats progressistes, c'est le prolongement des valeurs de justice et d'égalité des mouvements qui luttent contre la domination. Donc, le véganisme, c'est refuser la domination de tout ce qui a un cœur battant, en fait. Puis, ça me parle. Je veux dire, ça fait 2 semaines que je lis ce livre-là, puis j'ai mangé des cretons, puis je me sens comme un peu mal. C'est comme venu te chercher. Ça te fait ça, toi, des fois? Genre, parce que t'es profondément anticapitaliste. Mm-hmm. Je sais que tu surfes beaucoup les valeurs de l'anarchisme. Mm-hmm. Tu sais, tu veux que tout le monde ait tout ce qu'il faut dans la vie. Tu veux le bien commun. Puis moi aussi, puis des fois, quand je mange de la viande, j'ai l'impression de trahir mes valeurs. Je comprends. Il y a comme une partie de moi où on dirait que mon cœur est vraiment d'accord avec toutes ces valeurs-là. Je comprends vraiment, mettons, le combat du véganisme du côté émotif. Ouais. C'est-à-dire, je suis d'accord, je trouve ça effectivement terrible comment notre industrie de la viande s'auto-gère, là, puis comment elle traite les animaux. Je pense que... L'abattage aussi. Mais tout ça... Toute cette violence, non, mais bordel, je pense qu'il n'y a aucune partie, en fait, de comment on gère l'industrie animale qui est saine. Je veux dire, ce qu'on fait avec les petits, l'abattage, tu parlais de la traite, tout ça... Séparer les mères. Je veux dire, les veaux naissent et sont séparés de leur mère immédiatement pour, s'ils sont mâles, peut-être pour la procréation ou pour la viande, et si elles sont femelles, pour ensuite retourner dans ce que Zacour appelle les racavioles, dans l'industrie laitière, où les vaches sont pluguées et inséminées dès qu'elles ont le nombre de mois là, qui permet... Je pense que c'est évident que si tu refuses de voir les animaux comme étant en dessous de nous, c'est impossible de ne pas voir ça comme un génocide qu'on fait. Puis je veux dire, même au-delà de l'élevage, aussi ce qu'on fait à l'environnement. On n'a pas besoin de manger de la viande pour vivre. On n'a pas besoin. Il y a toutes sortes de protéines accessibles pour nous, tu sais. Mais bref, continue. Je pense que là où je trouve ça des fois... Je pense qu'il y a un bout de moi qui n'a pas espoir dans le sens que je me dis... Comment on va convaincre les gens de respecter les animaux quand ils sont même pas, on n'est même pas capable de se respecter entre nous? C'est-à-dire que l'exploitation, elle est effectivement dans ce système-là, mais elle est aussi dans tout notre système. Partout, on exploite les enfants, on exploite les pauvres, on exploite les ressources. Les personnes âgées. On exploite les sols pour l'agriculture aussi, on exploite les gens qui ramassent. Il n'y a comme pas moyen, c'est un peu ça qu'on dit quand on dit qu'il n'y a pas moyen d'être éthique dans ce... Parce que même si tu manges moins de viande, puis je suis d'accord que c'est certainement mieux dans le sens que tu crées moins de souffrance, mais il y aura assurément de la souffrance quand même dans la culture de ton soya. Oui, ou juste au Québec, tu sais, comme la cueillette des fraises est ardue, tu sais, la cueillette de la canneberge, c'est l'enfer pour les ressources en eau potable.
La T'sais, monoculture est la souffrante pour la monoculture, terre, pour ouais. les sols, pour Ouais. l'environnement, pour les espèces Mais- sauvages. Mais par contre, la différence, c'est les légumes, lorsqu'ils sont cultivés, et les sols, lorsqu'ils sont drainés, ne souffrent pas. Je veux dire, Mhm. oui, idéologiquement, Oui, oui. on en souffre tous, mais il y a quelque chose... Tu sais, je regarde ton chat pendant que je fais la chronique ici. Pour moi, un chat et un cochon, ça a la même valeur. Un chat domestique. Tu sais, en lisant son livre, puis je lisais en même temps Animals, un livre d'un auteur anglo-saxon en même temps, puis je suis retournée dans Eat to Live aussi, un autre livre plus des années 90 sur la diète végane ou la diète végétarienne du moins. Puis je suis comme dans un processus. Mais tu sais, tu l'as remarqué, j'ai vraiment... Je suis plus du genre grosse crise de salade avec fèves ces temps-ci, mais en même temps, je vais manger des crotons parce que j'ai un craving d'enfance. Il y a un rapport à l'enfance, aux souvenirs. Il y a des adhérences liées à la nourriture, comme un burger puis une frite. C'est pas pareil quand c'est un burger au tofu dans les motifs, tu sais. Fait que je pense qu'en général, les humains, on minimise la souffrance. Puis c'est l'une des plus grandes déclinaisons du capitalisme. C'est pas seulement une lutte féministe ou antispéciste, c'est une lutte anticapitaliste parce que le même système qui écrase les humains écrase aussi les animaux et la terre en entier. Et dire non à ça, c'est juste une façon de rester cohérent dans la lutte, mais c'est une charge de plus aussi parce qu'avant les 6 mois où tu maîtrises la cuisine vegan, parce que ça prend quelques mois, puis il y a beaucoup de food prep, puis plein d'affaires, tu sais, on dira c'est accessible, mais ça reste fucking demandant, là. Un petit dimanche de préparer toutes tes betteraves, toutes tes carottes, tu sais. La cuisine, en général, c'est demandant. Ouais, en général, c'est vrai. C'est parfois et souvent un privilège de classe d'avoir le temps, l'équipement, les ressources, tu sais, pour aussi acheter les épices. Tu sais, ça a l'air simple, mais je veux dire... Puis ça, c'est vrai autant, ceci dit, pour la viande que pour... Oui, parce que se mettre à cuisiner plus thaï ou asiatique en général ou coréen dans la bouffe végane, mais ça prend des trucs spécifiques, tu sais. Oui, ça prend des ingrédients spécifiques, il faut que tu apprennes. Puis c'est correct, c'est pas... On est capable d'apprendre, mais je veux dire, il faut quand même dire la vérité, puis ça prend un certain temps à faire ça prend un intérêt, mais ça prend du temps, puis des fois, ça prend un peu d'argent aussi. Oui, pour vrai, je pense que ça coûte moins cher être végétarien, bien sûr, que omnivore. Mais ça coûte plus cher en temps, parce que là, c'est ça aussi, c'est là où j'arrive dans mon texte, c'est que, personnellement, je trouve un peu hypocrite la lutte antispéciste, végane, féministe, si on continue de consommer des produits qui proviennent de je sais pas, du Pérou, qui traversent vents et marées pour arriver ici. L'empreinte carbone est énorme, puis là, on mange notre yogourt de soya de Californie. Tu sais, faudrait faire ce yogourt alors. Ou il faudrait l'acheter local, ou qu'on arrête de manger des produits santé alternatifs véganes, puis qu'on mange plus de produits crus et bruts. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Les espèces de produits transformés, genre Saint-Yves, comme c'est bon, mais c'est fait en usine aussi, tu sais. Ouais, je pense que ce que tu dis, c'est intéressant parce que je pense ça aussi, c'est-à-dire, je pense pas que c'est mal en soi d'être vegan, mais je pense que même si demain, toute la terre entière est on a quand même un problème de capitalisme. Ouais. On va quand même exploiter des gens pour cueillir nos fraises. On va quand même exploiter des sols jusqu'à temps qu'ils soient morts et qu'il n'y ait plus rien à donner. On va quand même exploiter des chaînes de production et de distribution. Fait que, dans un sens, c'est pas mal, nécessairement, de voir ce problème-là spécifique, mais il faut quand même jamais, je pense, perdre de vue que le problème est aussi global dans notre façon générale de vivre la vie. Oui, puis tu sais, je me dis... Je sais pas, ça serait intéressant de faire pas une table ronde parce qu'on n'est pas à Radio-Canada, mais de parler avec toutes sortes de monde, des gens qui sont véganes, des gens qui sont végétariens, des gens qui consomment juste local, c'est-à-dire qui sont omnivores, mais que leur empreinte carbone est zéro parce que, mettons, ils ont des animaux de la ferme pas loin, ils achètent un petit producteur local, ils ont des paniers. Mais ça... Ou mettons, ils font pas de voiture, ils font pas de voyage. Ouais. Il y a comme une intersectionnalité. C'est ça que j'allais dire. Tu sais, dans le fond, le féminisme, pour moi, doit nécessairement être intersectionnel. Donc, le fait que toutes les femmes évoluent pas avec les mêmes privilèges, que ce soit leur classe sociale, leur orientation sexuelle, la couleur de leur peau ou leurs conditions matérielles dans lesquelles elles évoluent et vivent. Puis des fois, on peut switcher de classe, mais la plupart du temps, on reste dans sa classe. Puis Suzanne Zacour en fait la démonstration dans son livre. Si t'es féministe puis vegan, mais que t'achètes du beurre de cacao dans un pays où les conditions de récolte exploitent les femmes puis détruisent leur qualité de vie, ben là, t'es comme dans la contradiction totale.
Puis ça aussi, c'est une lutte qu'on peut pas mettre de côté. Mhm. L'exploitation des travailleurs. Moi, Comme par exemple le café. À peu près tout le monde que tout je le monde- connais boit du moi café, aussi. vegan ou pas. il n'y a pas de café au Québec. Il n'y a là. pas de café au Québec. Mais il y a du chaga. Tu sais, on pourrait tous boire du chaga. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'encore une fois, tu sais, c'est un système globalisé où partout où tu te retournes, viande, pas viande, peu importe le lait que tu achètes, c'est presque impossible de faire un choix qui est complètement éthique. Ben, moi, je pense que local is the key. Ben, c'est un bon Puis- départ. Honnêtement, tu sais, ça veut dire un peu moins de variété puis un peu moins de couleurs parce qu'il n'y a pas de mangue et d'avocat. Mhm. Mais on a le pau-pau au Québec, que tu connais. Je pense Oui. que vous en aviez parlé dans un épisode avec Jeff, dans Oui, Club Dodo. Dans le Club Dodo. Il y a le pau-pau, on a la rogna au Québec, on a plein... Tu sais, j'ai une formation en horticulture, puis il faudrait que je ressorte mes livres, mais il y a plein de petites baies, de petits trucs. Si on suit les saisons au Québec, tu sais, on peut vraiment amener des trucs super le fun dans nos assiettes. On a peut-être juste besoin de genre Fred Pellerin pour nous rendre le pau-pau comme magique et vendeur et... Je sais pas. Ce statement-là me rend... Écoute, toi qui dis on a besoin de Fred Pellerin, premièrement... Oh, On mon a Dieu. tous besoin d'un peu de babine dans nos vies. Non, c'est... En fait, Babine, c'est fou parce que, petite anecdote pour nos auditeurs et auditrices, début vingtaine, j'ai travaillé pour la maison d'édition de Fred Pellerin. C'est vrai? Oui. Puis la femme qui a ça s'appelle Micheline Sarrazin, c'est une soie. Elle est vraiment extraordinaire, mais j'étais clairement beaucoup trop jeune pour travailler dans le milieu comme cordeau de Fred Pellerin et des grandes dramaturges. Là, il y avait Carole Fréchette, puis plein d'autrices et d'auteurs représentés par Micheline Sarrazin, bref. Et il a fallu, crise de calice, que j'aille à la première du film Babine. C'était à la première de Babine. Première rangée. Ça, c'est un moment du patrimoine, hein, tu savais? Savais-tu? Et c'était un supplice sans nom. Et puis Fred, c'est une personne extraordinaire. Sa femme était là, ses filles étaient là. Puis je pouvais plus vivre de mon mensonge d'y avoir dit comment je trouvais ça bon parce que j'avais pas le choix dans le cadre de mon travail. Et je l'avoue ici maintenant, c'est la pire production qu'on a jamais faite au Québec. Ça, par exemple, c'est pas vrai. C'est quoi? Je peux pas croire que tu m'obliges à défendre Fred Pellerin, mais il y a clairement des trucs 1 milliard de fois pire. Babine, on dirait. Non, je suis pas un tout le grand monde- fan. Je suis pas un grand fan. Babine, Phil. C'est pas pour moi. Babine. Mais non, mais je trouve juste que Ouais, jamais il je y a des taperais pires sur films. Fred Pellerin. On peut rire des fois, mais je taperais jamais dessus parce qu'effectivement, je le C'est connais unique, pas. hein, Mais ce qu'il fait. oui, puis je sais pas comment dire. Je trouve que C'est vraiment une belle personne, honnêtement. ben ça, c'est une chose que je ne peux confirmer, mais que tu me le dis. Ouais. Il a l'air d'une bonne Ouais. personne. Mais Babine, c'est pas Fred Pellerin. Pour moi, c'est lui, OK? Dans le film, c'est... Comment il s'appelle cet acteur-là? Je sais pas. Oh mon Dieu, Je m'appelle Vincent Guillaume Otis. il est tellement rochant dans ce film-là, je sais pas comment il a fait pour faire ça. En tout cas, Regarde. fait qu'on revient au sujet principal, qui est le Babine. véganisme. Et Babine. Ah non, OK, Babine. on parlait pas... OK, c'est pas... Tu parlais pas de Babine depuis le Non. début? OK. Dans le fond, le véganisme, c'est un peu deux choses à la fois. C'est d'abord un retour à quelque chose de naturel, qui est manger ce qui est disponible autour de nous sans dépendre de la chasse ni de l'exploitation animale. Pendant des milliers d'années, les humains ont surtout cueilli, cultivé, transformé des plantes. C'était l'état normal des choses, une façon de se nourrir qui s'inscrit dans un équilibre avec l'environnement. Il y avait tout un rituel autour de ça chez les Autochtones, d'ailleurs. Mais en même temps, le véganisme d'aujourd'hui, c'est aussi une manière d'habiter le monde qui est critique et consciente. Dans le livre « Pourquoi Trump ne mange pas de tofu », j'ai comme compris que c'est de nécessairement s'intéresser à la provenance des aliments, à la manière dont ils sont produits, à la qualité de ce qu'on consomme. Puis ça veut aussi dire se demander, est-ce que ce que j'ai dans mon assiette contribue à nourrir un système d'exploitation ou au contraire, est-ce que ça alimente des pratiques plus justes, plus locales, plus durables? Et moi, même si j'ai un désir puis un but de retourner au végétarisme, je pense que les solutions passent beaucoup par la nourriture locale. Beaucoup plus que par le véganisme lui-même, pour lequel j'ai énormément de respect, mais tu sais, je pourrais faire des semaines véganes sans même dire que je le suis, parce que souvent mes déjeuners sont véganes, mes soupers sont véganes, puis sans même, tu sais, l'autre jour, on s'est fait un super bon truc, c'était même pas voulu vegan. Fait que c'est pas juste un choix alimentaire isolé, c'est une posture politique. Si tu veux être aligné avec tes valeurs féministes, bien sûr que l'exploitation animale, il y a dissonance. Il y a dissonance entre boire du lait puis se dire féministe, parce que la vache est un mammifère, tu sais. Mais je pense que ce qui est fou, C'est émotif pour c'est moi. que même les gens pas vegan, je pense pas qu'il y a grand monde qui trippe à voir des images de ce qui se passe. Même si tu bois du lait et que t'adores ça, c'est pas pour rien qu'on veut pas les voir, ces images-là, c'est qu'on trouve tout ça dégueulasse. Je pense que la plupart des humains, dans leur humanité, ne veulent pas torturer ni des animaux ni d'autres humains. Ouais, C'est mais pour ça que tout est caché, là.
Je pense qu'on est d'accord sur l'ensemble de ça. C'est vraiment que... Puis je suis pas d'accord que c'est pas un combat privilégié. La seule chose qui me tique des fois, c'est que je me dis... Je comprends que si, mettons, t'es extrêmement pauvre, puis que la société t'écrase de 12 000 façons, puis que Tu manges des chefs boyardiens en canne, Calais. puis que t'as deux enfants chez vous, puis que t'as le choix, là, en t'acheter de la viande hachée qui est peut-être un petit peu plus chère que le tofu, mais tu sais comment la cuisiner facilement, dans le sens que tu sais déjà comment, puis tu sais que tes enfants vont la manger. Je comprends pourquoi c'est peut-être difficile d'aller te toucher avec ça en voulant dire c'est peut-être pas la première affaire que t'as besoin qu'on change dans le monde. Exactement, mais c'est fou parce que dans le fond, tu l'as mentionné plus tôt, puis là, je voulais vraiment ramener ça. C'est antinomique de vivre dans une société où on nous demande de choisir ton exploitation préférée. Tu sais, même les compagnies les plus vertes exploitent quelque chose. Ou une ressource. Ou une ressource. C'est comme ça qu'on fait de l'argent. Il n'y a pas moyen de faire de l'argent dans ce monde-ci si tu n'exploites rien. Ouais, ça, c'est un fait. Là. C'est pas genre une opinion marxiste ou c'est juste factuel. Ouais. Fait que pour moi, si t'es végane puis que tu checkes pas d'où viennent tes carottes, que ça te dérange pas que ça vienne de Californie au lieu du Québec, puis tu pognes le premier sac qui passe à l'épicerie, mais ça, c'est aussi un problème. Parce que manger, c'est un rituel. Puis la provenance des aliments, puis les conditions dans lesquelles ils sont cueillis ou élevés, c'est fucking important. Parce que sinon, c'est pour ça qu'on s'achète des cochonneries sur Amazon, puis on pense pas à toute la chaîne de production qu'il y a derrière ça, en général, tu sais. Plus courte est la chaîne de production, moins grande est l'empreinte carbone, puis meilleure est la santé mentale et physique aussi, je pense, de se poser des questions sur ce qu'on obtient, right? Puis ma partie préférée de son livre, c'est la section où l'autrice dresse une liste des mythes sur l'exploitation animale qui font écho aux mythes sur le viol, utilisés pour légitimer les violences envers les femmes. Mythe sur le viol. Les femmes sont un groupe inférieur. C'est un mythe, on le sait, mais c'est beaucoup quelque chose qui est véhiculé, comme... Mythe sur l'exploitation sexuelle, les animaux sont un groupe inférieur, donc on les mange. Les hommes violent par besoin. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Le mythe sur l'exploitation animale, c'est manger des animaux est nécessaire. On ne peut pas s'en empêcher. C'est naturel. Les hommes violent par amour. L'amour excuse des comportements violents d'un conjoint. Les fermiers, omnivores et même certains végétariens aiment les animaux qu'ils exploitent. Ils en prennent soin. Fait que les parallèles sont indéniables entre la manière dont on traite les humains et les femmes comme une espèce de bétail de reproduction, de tenue de maison, d'élever les enfants, de faire à manger, un peu comme mais j'irais même jusqu'à dire qu'on attend des animaux qu'ils nous nourrissent par leur propre mort. Tu sais, on n'a pas d'autre utilité pour eux que l'utilité qu'on a décidé qu'ils et elles avaient, genre. Puis encore, il faut qu'il y ait une utilité. Oui, c'est ça. Ils peuvent pas juste être dans les fucking prés, tu sais. Non. C'est comme insane. Non. Ben trop chanceux. Si tu passes ta journée dans un pré, là, t'es plus chanceux que nous. On n'a pas le droit. Là. Aussi, un des mythes sur le viol, c'est que j'ai beaucoup trouvé qui résonnait, c'était la vraie violence est commise par un fou, un étranger ou quelqu'un qui n'est pas comme nous. Pensons à certaines choses que PSPP a pu dire dans les dernières semaines à propos des jeunes criminels, mettons, qui sont issus de l'immigration. Et le mythe sur l'exploitation animale, ça serait la cruauté envers les animaux est commise par les autres ou les psychopathes. Mais les fermiers, les fermes laitières, les fermes de cochons, les fermes de crime, le foie gras, c'est horrible. C'est pas des psychopathes qui tiennent ces entreprises-là, c'est pas des gens complètement débiles, mais ils commettent des genres de crimes envers les animaux daily, là. Tu sais, c'est une lecture qui m'a pas laissé de glace, dans laquelle j'ai été complètement absorbée pendant plusieurs jours. Puis je pense que j'ai pas envie de juste manger pour survivre, j'ai envie de manger en cohérence avec mes valeurs. Si des fois mes valeurs, c'est d'aller vers quelque chose qui me réconforte puis qui est de la viande, mais que j'en consomme moins au quotidien, mettons, je pense que je reviens à mon exigence puis à ma base de refuser de fermer les yeux sur les conditions de production qui se cachent derrière chaque bouchée. Manger, c'est je le répète, je pense que c'est un rituel. Puis si on consomme des produits avec lesquels on sent qu'on est aligné dans nos valeurs, mais je pense je pense que ça part beaucoup de là, tu sais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça? Honnêtement, je trouve ça super confrontant parce que, comme je te dis, je pense que... On veut pas laisser aller quelque chose qu'on aime. C'est un de mes angles morts, je pense. Tu sais, que je conçois, mais que j'ai de la difficulté, je pense, à faire le pas de 12 000 façons différentes. Tu sais, je pense qu'avec les années, ce que j'ai surtout fait, c'est que j'ai fini par diversifier mon alimentation puis réduire ma consommation de viande pour plusieurs raisons. Avec moi, quand même, aussi, t'en manges moins. Je trouve qu'une bonne façon aussi de s'amener à manger moins de viande, c'est aussi d'apprécier. C'est-à-dire de ne pas voir ça comme
comme je mange pas de viande ce soir, de voir ça comme je mange une aubergine et je trouve ça délicieux. Oui, exact. Parce que j'aime ça, les légumes. Elle Je suis pas le contre, là, dit dans le livre, Suzanne Zacour a dit « Je mange pas un déjeuner vegan, je mange un déjeuner. » que j'aime, oui, c'est ça. Tu sais, faut pas capoter non plus avec Non. l'étiquette. On n'est même pas obligé de tout devenir vegan. L'idée, c'est d'être conscient de ce qu'on fait. Mhm. Hey, c'est quoi les légumes de saison cette semaine? Je vais faire genre beaucoup plus de ça, tu sais. Il y a aussi manger bio. Hey, pourquoi c'est plus cher manger bio? Chris, ça coûte moins cher, produire bio. Ça, c'est un truc qu'on pourrait aborder qui m'intéresse beaucoup lié à l'alimentation. Mais bref, pourquoi Trump ne mange pas de tofu? Chez les éditions Michel Lafon. Pourquoi Marie ne mange plus de croûtons? Je vais en remanger ce soir une dernière fois. Il n'y en a plus. Merci tout le monde. Non, mais c'était très intéressant. Comme je dis, je trouve ça confrontant, mais je pense que c'est important d'être confronté. Ouais, On a il faut tous des parler de angles ces morts. affaires-là. Ouais. Mais comme, j'ai l'impression que des fois, nos babines ne suivent pas nos... Comment on dit? Babine! Babine ne suit pas Les bottines. les bottines, en tout cas. Fuck, Mais oui, fuck babine. super intéressant. On en Ouais. reparlera. Merci. Merci! C'est à moi, là? Ouais. Phil. Ouais, ouais. Phil, ce dont tu vas nous parler aujourd'hui, là, Oui. moi, je le sais, là, OK. mais... T'as checké dans le Google Drive? Ouais, j'ai checké dans le Google Drive, puis moi, ça fait tellement longtemps que je veux que tu aies un espace où tu peux développer ta pensée sur des choses qui sont vraiment chères pour toi. Puis je sais que tu le faisais dans Total Dio, je sais que c'est pas nécessairement le même format, puis tu sais, on va intervenir, puis on va parler ensemble. Mais je pense que ce texte-là, pour le premier épisode du Temps des monstres, en tout cas, moi, je trouve que t'as mis la barre haute, puis je suis vraiment, vraiment Bon, ben, contente de partager pas de ça avec pression, tout le monde. Ça va être super bon. Ah, fuck! Non, mais regarde, aujourd'hui, j'aimerais ça commencer ça simple. J'aimerais ça commencer en parlant d'argent. Je sais qu'au Québec, on n'aime pas ça l'argent, hein? On n'aime pas ça le succès, on en serait peut-être même jaloux. Mais c'est qui dit ça exactement? J'aimerais ça y revenir plus tard. Selon Statistique Québec, et je cite, « En 2022, au Québec, le revenu médian après impôt des particuliers est de 39 000 $. Là, un petit rappel pour tout le monde. Le revenu médian, c'est un revenu qui partage la population en deux parts égales. Donc, 50% des gens font plus que le salaire médian et 50% en font moins. Hey, toi, Phil, Oui. t'as fait combien cette année? Moi, Ouais. je vous le dis, j'ai fait 31 000 $ l'an dernier, taxes incluses, parce que les travailleurs autonomes, pour ramasser les taxes, Oui. il faut les redonner au gouvernement. Ouais. Je fais donc partie du 50% de la population qui fait moins que le salaire médian, et c'est une habitude dans mon cas, parce que pendant mes 43 années d'existence, j'ai dépassé le salaire médian à seulement 2 reprises C'est vrai? de quelques centaines de dollars. C'est ce que David Bowie appelle mes golden years. Ça, c'est quand tu vendais ton âme à la télévision. Oui, effectivement. Effectivement, si tu veux faire plus que le salaire médian, il faut que tu vendes quelque chose, ton âme possiblement. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'aimerais ça qu'on réalise quelque chose ensemble. Ce qu'on est en train de vivre en ce moment, vous et moi, c'est un événement très rare. Ouais. Quelqu'un qui fait 30 000 par année est en train de s'exprimer dans un micro Oh et my surtout, vous êtes en train de l'écouter. Et ça, c'est aussi unique qu'une éclipse solaire. Quand j'ouvre le journal, la télé ou la radio, j'aimerais ça pouvoir lire, voir ou entendre le salaire de la personne qui est en train de me parler. Richard Martineau, 500 000 $. Céline Galipo, 400 000 $. Patrick Lagacé, 1 million de dollars. Bon, évidemment, c'est pas des vrais chiffres, là, je les ai inventés, mais c'est parce que ces chiffres-là, on nous les cache. Mais là, j'ai pris une décision. À partir de maintenant, je refuse d'écouter l'opinion sur quoi que ce soit de quiconque refuse de me divulguer son salaire. Fait que toi, Marie, combien t'as fait d'argent l'an passé? Moi, j'ai eu ma pire année l'année dernière. Félicitations. Merci. 24 000 l'année 24 dernière. 000 J'ai pas ou presque pas eu à payer d'impôts, puis j'avais des déductions. Ça a été ma pire année parce que l'année dernière, je me suis séparée, il y a 1 an et demi, et j'ai eu énormément de difficultés à travailler pour un tierce. Je voulais vraiment travailler sur mon art, puis j'ai pilé mes billes, puis j'ai fait mon année. Ben, bienvenue. Ouais, Bienvenue merci. dans le 50%. J'ai fait moins avec que moi. toi. T'as fait moins d'argent que moi, Ouais. effectivement. Mais c'est intéressant parce que tu vois, si on connaissait les salaires de ceux qui nous parlent, si on les voyait en mortaise à la télé ou écrit noir sur blanc en dessous du titre de l'article dans le journal, on réaliserait assez vite que le 50% de la population qui fait moins de 39 000 par année est absolument nulle part. Nos voix ne sont jamais derrière un micro et ne tiennent que très peu de crayons. Ceux qui parlent sans arrêt, c'est en majorité et sans grande surprise, les bourgeois. Ils ont tous les postes d'animation, toutes les chroniques d'opinion. Ce sont eux qui participent à tous les débats, qui décortiquent toutes les nouvelles, qui décident des angles de tous les reportages. Ici
Radio-Canada, le réseau national. À Radio-Canada, par exemple, notre société d'État, dont le mandat, je vous le rappelle, est de faire rayonner la culture canadienne et soutenir la vie démocratique en offrant un large éventail de contenus diversifiés qui renseignent, éclairent et divertissent. Quand c'est pas un bourgeois qui parle à Radio-Canada, on a plus de chances d'entendre un riche qu'un pauvre. Luc Poirier fait partie du 1%. Et on lui donne la parole plus souvent qu'aux 50% de la population qui fait moins de 39 000 par année. Large éventail de sujets, mais mince diversité des classes. Si on passait 1 an à éplucher tous les médias de masse pour compter les mots, quelle portion de la tarte est-ce que vous pensez que les pauvres cumulent? À coup de vox pop dans la rue et de vignettes témoins d'un accident dans son quartier. C'est là qu'on entend les pauvres, hein? C'est tout le temps ça, des 3 secondes. Avez-vous vu le criminel? Que s'est-il passé avec l'accident? C'est vraiment là qu'on voit les pauvres s'exprimer, mais très peu ailleurs. Jamais on a leur opinion sur quoi que ce soit. Jamais on leur donne du vrai temps de micro. Ça peut arriver très rarement, mais vraiment, en général, c'est tous des gens qui font... Quand ils reçoivent des auteurs, mettons, puis qu'ils les sous-payent pour les chroniques à Radio-Can. Exactement. Mais encore là, on va rester sur un sujet très clair, Ouais. c'est-à-dire le livre que tu as écrit, puis Ouais. on va parler que de ça. On veut pas savoir ce que tu penses du reste de la société. Mhm. On sait déjà que les pauvres ont droit à concrètement moins d'espace dans la réalité. Avec l'inflation de tout sauf les salaires, nos logements deviennent plus petits, on perd des pièces à chaque déménagement, on possède de moins en moins de terrains, de propriétés, de ressources, et à mesure que l'austérité monte et qu'on désinvestit dans les services, on perd aussi des parcs, des bibliothèques, des espaces publics. Les pauvres sont donc confinés dans un cube qui rétrécit à chacune de leurs expirations, forcés de s'entasser physiquement dans un monde de plus en plus possédé par quelqu'un d'autre que nous. C'est de la poésie, ça, Phil. Je l'ai fait en pensant à Babine. Tabarnak. Mais les médias sont le reflet de cette réalité dans le discours. Toutes les voix derrière le micro ne sont pas nous. Parfois, elles parlent de nous, mais jamais par nous et encore moins pour nous. Et là, permettez-moi d'être clair. Nous sommes dans une guerre de classe et l'affrontement qui est simulé dans le discours n'est qu'un mirage. Bourgeois de gauche contre bourgeois de droite. C'est pas un hasard si les politiques d'identité sont devenues mainstream. Ça permet d'occulter l'évidence que la classe dominante met en scène une grande pièce de théâtre pour nous divertir. Et pendant que les pauvres se divisent à savoir si la communauté LGBT est un lobby et si les prières de rue sont une attaque à notre culture, on ne passe aucun temps à réaliser que tous ces gens qui s'affrontent à l'écran vont souper dans des restaurants où nous ne sommes pas les bienvenus et où les bouteilles de vin coûtent plus cher que nos loyers. J'ai moi-même, à un certain point, fait l'erreur de choisir un camp dans le spectacle. Mais maintenant que mes yeux sont ouverts, il n'y a rien qui me fait plus de peine que de voir mes semblables se ranger derrière une personnalité ou une autre. Que vous croyez être de droite ou de gauche, réalisez ceci. On vous méprise. On rit de vous. Jeff Fillion et Penelope McQuaid protègent le même statu quo avec des chandails de couleurs différentes. Au final, les deux habitent des maisons qu'on ne pourra jamais se payer et mènent des trains de vie tellement loin du nôtre qu'on pourrait finir par se demander pourquoi on écoute parler des gens avec qui on a si peu en commun. Maintenant, on fait quoi avec ça? Parce que je vous le dis, les solutions sont pas très simples. Même si on forçait les grands médias à engager des pauvres comme moi pour diversifier les voix, ça changerait rien. Parce que mon salaire monterait dès ma première journée de travail. Et plus je prendrais de place derrière le micro, plus il monterait en conséquence. Après quelques années, je deviendrais moi aussi un bourgeois et ma vision du monde changerait pour refléter ma nouvelle position dans l'échelle. Les personnes en situation d'itinérance, ce ne serait plus mes voisins, ça deviendrait une nuisance dans mon nouveau quartier, un problème dans le métro qu'ironiquement je n'utiliserai plus depuis que j'ai une voiture de l'année. D'ailleurs, quand je suis pris dans le trafic sur Notre-Dame, je finis par me demander quand est-ce que les policiers vont venir détruire les campements de fortune qui gâchent mon paysage urbain. Je ne réfléchirai plus le salaire minimum et la crise du logement à travers le prisme du travailleur et du locataire, je le verrai maintenant à travers les yeux du patron et du propriétaire. En 2 voyages en Europe, je pourrais commencer à penser des inepties comme « j'ai réussi à m'en sortir, moi ». Les autres ont juste à faire comme moi et travailler plus fort, comme si les jobs les plus difficiles n'étaient pas systématiquement les moins rémunérés. Le féminisme et l'antiracisme ne seraient plus des théories révolutionnaires, mais des idées de bon goût que j'utiliserais pour redorer mon image de bourgeois de gauche, tout en ne remettant en cause aucune structure de pouvoir. Après tout, pourquoi je remettrais en cause ce qui me sert si bien? Et le public serait bien mal foutu, puisque le seul autre choix qui s'offrirait à lui est le bourgeois de droite, qui pense exactement comme moi, mais ne fait pas semblant d'avoir de l'empathie. Le danger dans cette hégémonie bourgeoise du discours, c'est qu'elle crée par les mots une propagande si forte qu'elle arrive à construire la réalité et en dessiner les limites.
Pour plusieurs pauvres comme vous et moi, cette propagande est le seul discours qui se rend à nos oreilles sans effort. Elle est dans le journalisme et le commentariat, mais aussi dans la fiction et le divertissement. On l'entend à la télé, à la radio, on la lit dans les journaux et elle apparaît même dans les publicités. On nous apprend que notre condition est notre responsabilité et que notre point de vue est sans intérêt. Elle finit par miner notre confiance et a détruit notre sens de la communauté. Dans leurs mots, nous sommes individualisés et coupables. À l'inverse, eux sont responsables de tout ce qui est bon et bien. Ils construisent le monde, ils créent des emplois et ils font ruisseler de leur richesse sur nous. Pour combler tous les trous qu'ils créent dans le tissu social, ils ont même la grandeur d'âme de créer des fondations à leur nom, nous rappelant ainsi que sans eux, nos enfants ne pourraient pas déjeuner le matin. On devrait donc les remercier pour les quelques sous qui nous tombent sur la tête chaque jour en échange de nos corps, de notre santé, de notre temps, de nos vies. Et qui nous dit toutes ces choses? Ce sont les mêmes personnes, les seules qui ont le micro, qui nous répètent sans cesse qu'on déteste l'argent et qu'on est jaloux de ceux qui réussissent. Fascinant quand même. Et petite parenthèse ici, si vous pensez qu'Internet change la donne, je n'en suis pas si sûr. Oui, c'est vrai, les médias traditionnels en arrachent. Et oui, c'est aussi vrai que plus de voix sont entendues maintenant sur les réseaux sociaux, dans des balados, dans des projets en dehors du circuit traditionnel de diffusion. Mais le capitalisme, comme un xénomorphe, est magnifique et terrifiant parce qu'il s'infiltre et se reproduit partout où un humain ouvre la bouche. Qu'est-ce qui arrive quand un discours devient populaire sur Internet? Quand un influenceur dépasse le 1 million d'abonnés? Quand un podcast est numéro 1 au Canada sur Spotify? La personne qui parle change de classe et son discours change avec lui. Alors comment on fait pour rendre populaire un discours critique de classe sans propulser son orateur dans la bourgeoisie? Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Ce que je sais par contre, c'est que cette méfiance que nous avons les uns envers les autres n'est pas étrangère à cette constante que nous tenons pour acquise. Chacun d'entre nous tente désespérément de s'élever en dehors de la pauvreté en montant sur les épaules de nos semblables. On a tous quelque chose à vendre et on cherche tous quelque chose à voler. Les riches vendent des bébelles cheap sur Amazon en quantité industrielle, les pauvres se vendent eux-mêmes. Les pauvres volent des vélos dans les ruelles de Villeray, les riches volent des ressources en Afrique. Et les bourgeois? Les bourgeois, eux, c'est juste des pauvres qui se sont mieux vendus que vous et moi et qui maintenant volent tout l'espace médiatique pour ne parler que des vélos volés par les pauvres. Maintenant que c'est dit, j'aimerais bien sûr vous rappeler de vous abonner à ce balado. En échange, je promets de vous révéler mon salaire annuel au début de la saison prochaine. Rendu là, vous pourrez décider si quand je parle, c'est encore vous qui s'exprime. Le temps des monstres. La musique part direct quand je finis de parler. Ben, Le temps des monstres, ils sont à Radio-Canada. Mon Dieu, c'était magnifique. Non, mais je voulais parler de ça parce que je trouve que c'est Tabarnak. important, puis je trouve qu'on... C'est pas quelque chose qui est comme secret, je pense. Non, Je c'est pense pas pas que c'est une secret, grande mais révélation, mais mais- c'est pas quelque chose qui est nommé jamais. c'est tellement drôle parce que toute mon enfance, ma mère regardait les grands galas et les émissions de télévision québécoises. Puis elle voulait donc voir les vedettes, voir parader les grands chroniqueurs, les tapis rouges, les acteurs, les chanteurs. Puis quand je t'écoute parler de ça, mon idée n'a pas changé. C'est-à-dire, j'ai jamais senti que ces gens-là étaient pour nous et même qu'ils nous méprisent. Et puis quand ils nous invitent à leurs émissions, c'est pour nous donner des hot seats ou pour essayer de nous décrédibiliser ou, anyway, on n'a pas assez de temps pour exprimer notre idée. Puis c'est comme la plus grande injustice, c'est de que le monde nous soit raconté par des gens qui ne le vivent pas au même lieu que nous. Tout à fait. Prennent pas le métro, vont pas à l'épicerie du coin, connaissent pas leurs voisins, et s'ils les connaissent, c'est l'espèce de fraternisation de riches, tu sais, comme... Non, mais c'est une imposture terrible. C'est-à-dire, tu sais, juste cette semaine, là, il y avait les radios de Québec, encore de Dominique Moret, qui nous parlait de si on croit pas aux prières de rue à Montréal, on est des idiots. Le gars n'habite même pas à Montréal. Ouais. Moi, j'habite à Montréal depuis 20 ans. J'ai jamais vu une prière. J'ai jamais vu une de ma prière de vie. rue. Et là, je suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas. Je suis en train de dire ce n'est pas un problème. C'est faux que c'est un problème. Puis quand on voit dans le journal, puis à la télé, aux nouvelles, quand tu nous parles des problèmes dans le métro, il n'y a aucune de ces personnes-là qui ne prend le métro. Jamais. Encore là, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problème dans le métro? Non. Mais il y a quand même une imposture gigantesque de voir ces gens-là nous parler de ces choses-là en n'ayant aucune idée. Quand ils nous parlent du prix de l'épicerie qui monte, pour eux, c'est abstrait. Le prix de l'épicerie monte, mais ils payent la facture quand même. Ouais. Ils ne changent pas leur épicerie. Ouais. Moi, quand l'épicerie monte, je change de liste d'épicerie parce que faut que je fasse des Mais moi, choix. je change d'épicerie, puis je vais faire l'épicerie à 3 endroits pour quelques rabais, tu sais, puis c'est pas le cas. Comment les nouvelles nous sont relayées par ces gens-là
No fucking wonder qu'ils parlent pas d'Israël comme un oppresseur, parce qu'ils voient pas la vie comme une oppression en général. Ne voient pas les oppressions, les angles morts auxquels les pauvres ont accès quotidiennement. Évidemment, mettons. eux, ça fonctionne pour eux, ce système-là. Ouais. Ils ont réussi d'une façon ou d'une autre. Parfois, puis je veux même pas enlever le fait que certains ont travaillé, mais la réalité, c'est qu'on travaille tous. On travaille tous. Tout le puis monde travaille. Aucun animateur de Radio-Canada travaille plus non. que nous. Non, puis travaille Je suis plus qu'un désolée. préposé aux bénéficiaires ou travaille Ouais. plus que des gens dans le communautaire, travaille plus que... Ça n'a aucun bon sens. Puis c'est pas, en soi, le fait de faire de l'argent rend pas ton discours inintéressant. Ça, je veux juste Non. clarifier ça. Non, c'est pas qu'il est inintéressant, c'est qu'il Mais- est déconnecté. Ben, parfois, qui est déconnecté. Puis aussi, il y a quelque chose de quand même grave, parce qu'on parle souvent de représentation dans les médias, puis à la télé, puis même en politique. Puis là, je veux dire, c'est intéressant, on en a des femmes ministres, là, plus qu'avant. Oui, mais... Je oui, pense pas que ces gens-là nous représentent. Je pense pas que ces gens-là représentent les femmes. Ben non, puis c'est du féminisme d'apparat qui fait l'apologie du système patriarcal dans lequel on vit. Les femmes féministes qui se disent féministes au gouvernement sont des spéculatrices immobilières qui oppressent les pauvres dans leur statut de locataire. Donc, on est pris dans cette espèce de truc où, même si on a plus de femmes au gouvernement, ce sont des femmes riches et pas fines. Exactement. Et- Puis c'est la même chose pour tous les autres sous-groupes là, de la Ouais. population. C'est-à-dire qu'on dirait qu'on ne fait que regarder les bourgeois et les riches, puis entre eux, ils se défoncent des plafonds de verre, ils vivent des affaires, mais ça n'a rien à voir avec nous, ça. Puis je suis parti du salaire médian parce que je trouvais que c'était intéressant, Ouais. ça coupe la population en deux. Mais tu l'as dit au début, 39 000, c'est fuck all. Il y a même des gens qui font 50, 60 000, qui ont de la misère en ce moment, qui peuvent pas se permettre d'être propriétaires avec ces salaires-là. En tout cas, à Montréal, tu peux rien Mais acheter en- avec 60 000 Ce qui est fou, c'est qu'il y a du monde qui paye, mettons, des gens pauvres ou qui sont dans le salaire médian d'environ 39 000, 40 000, qui ont des loyers à 1 600 $ parce que nécessairement, il y avait besoin de ça car ils ont 2 enfants, mettons. Ils coûteraient peut-être moins cher en hypothèque, mais avoir le prêt d'une banque quand tu fais 40 000 pour un... Impossible de c'est ramasser impossible. cet argent-là. Donc, en général, tout est laissé à une poignée de gens qui ont le backstory et les moyens de s'élever dans la société. Puis, je pense pas qu'il y a beaucoup d'animateurs qui sont locataires à Radio-Canada ou à 98.5. En tout cas, pas En fait- longtemps. Puis encore une fois, ça n'empêche pas. Je pense qu'il y a moyen pour quelqu'un de faire 100 000 par année puis de quand même garder le pied dans la réalité, mais je pense que c'est difficile. De toute Puis je façon, pense qu'au final... on va le dire ici, 100 000, c'est quelque chose, mais c'est plus... Le 100 000 de maintenant n'est plus le 100 000 d'il y a 10 ans. Non, vraiment pas. Moi, je dirais pas que quelqu'un qui fait 100 000 en ce moment est bourge ou riche. Je dirais qu'il est en lieu de le devenir ou sa vie est moins... Mais je pense que, tu vois, ça, c'est difficile parce que justement, avec l'inflation, puis tout ce qui monte, puis la hausse des prix des loyers, entre autres... 100 000, c'est taxé à 50%. C'est que 100 000, c'est plus la même chose que c'était il y a 20 ans, il y a 10 ans, effectivement. Ça reste beaucoup plus d'argent, justement, que le salaire médian. Tu t'en tires bien, je pense pas que tu fais pitié, mais effectivement, t'es pas non plus quelqu'un là, qui peut... C'est pas ces gens-là qui s'achètent des yachts là, puis qui jouent au golf tout Ils le temps. vont pas à la première de Babine, eux autres, là. Ça dépend. Ça dépend qui. Mais puis encore une fois, je veux pas nécessairement empêcher les gens qui font, disons, 80 000 et plus par année de parler, mais pourquoi c'est seulement eux qui parlent? C'est ça la question qu'il faut Oui. se poser. C'est pourquoi nous, on n'a jamais le droit de s'exprimer? Pourquoi aussi toute cette Mais en frange fait, on a le droit, mais il faut se partir des balados comme ça. C'est à la portée de tout le monde de prendre la parole. Tu sais, on voit sur TikTok ou sur Instagram des petits messieurs qui boivent leur petit verre de vin, qui ont besoin de s'exprimer, puis deviennent virales sur Internet. Ils deviennent pas riches parce qu'ils deviennent virales sur Instagram ou TikTok, mais ils ont pris la parole. Tu sais, ces gens-là, on rit d'eux autres, puis on se passe on fait des mimes. Mais je pense qu'il y a un grand mépris là, Ouais. de la classe populaire. Même la classe populaire s'auto-méprise souvent. Ouais. Je pense que c'est pas pour rien qu'on prend pas souvent le micro. On a l'impression qu'on n'a rien à dire. On s'est comme fait apprendre que on sait pas les choses. Si t'as pas été à l'université, si t'es pas un professionnel, si t'as pas une carte là, pour dire hey, bravo, toi tu sais ça, on pense qu'on sait rien, mais je pense que c'est pas vrai ça. C'est intéressant parce qu'il y a aussi toute la notion d'idolâtrie de ces gens-là, alors que parler, penser, c'est accessible à tous et à toutes, je crois. Parler et penser, s'exprimer. Qu'est-ce qui fait qu'une poignée de gens parlent pour tout le monde ou parlent juste entre eux aussi? Tu sais, c'est de la prise de pouvoir pour moi, puis je veux dire, on pourrait... Qu'est-ce que tu ferais si on t'offrait une émission à 1 heure de grande écoute sur une chaîne privée, mettons? Je sais pas. Honnêtement, tu sais, c'est drôle, j'ai fait plusieurs choix dans ma carrière qui étaient clairement pas bons pour mon salaire, mais qui étaient bons pour moi, là, pour mon mental. Moi, je pense que c'est un choix que j'ai fait. Je viens d'une famille de la classe moyenne. J'aurais pu facilement continuer sur ce chemin-là, puis peut-être même augmenter un peu Ouais. mes revenus par rapport à ceux de mes parents. Je suivais un chemin plus classique. Je pense qu'il est arrivé
arrivé des choses dans ma vie Le qui moment m'ont où tu mené. écrivais de la télévision, par exemple, avec Claude Meunier, puis des trucs J'aurais comme ça. pu continuer Ouais. là-dedans, puis travailler encore pour la télé, puis probablement faire beaucoup plus d'argent que j'en fais là. Ça me rendait pas heureux. Ça c'est moi. Ouais. Mais il y a aussi quelque chose où je sais pas pourquoi, mais c'est pas du tout un rêve ou un but d'être riche. Mhm. Il y a quelque chose aussi, c'est drôle là, parce que justement on parle des riches puis des pauvres, mais les riches, là, c'est juste des pauvres avec de l'argent. Il n'y a rien de différent. Là. Tu sais, on les idolâtre, mais je veux dire, c'est vraiment des gens pareils Intéressant. comme nous, qui sont souvent même pas les plus intéressants d'entre nous, même pas les plus pertinents ou les plus intelligents. Puis ça serait pas nécessairement mieux que ce soit les plus pertinents ou les plus intelligents, mais il y a quelque chose encore comme plus pervers dans le fait de voir des gens complètement idiots qui, des fois, leur seul talent que nous, on n'a pas, c'est d'avoir peu d'empathie pour les autres. Parce que si tu veux réussir en business, si tu veux faire de l'argent, la première règle, c'est ça, c'est exploite. Si tu es capable de regarder un jeune de 15 ans et dire « je vais te payer 12$ de l'heure », là, tu vas commencer à faire de l'argent. Ma sœur m'a dit que je méritais au moins $1,50. Je pense qu'il faut d'ailleurs arrêter d'avoir honte d'être pauvre. On est beaucoup. On est tous pauvres. À peu près tout le monde. Je veux dire, justement, 50% des gens font moins que 39 000. On est tous pauvres. Là. Toute cette gang-là déjà pauvre. Puis même faire 43 000, t'es pas riche, là, puis t'es pas dans la classe Oh mon moyenne Dieu, non plus. 43 000, ça a été T'es pas- une année comme... L'année dernière, ça a été ma pire, mais 45 000, ça n'a pas été des bonnes années non plus. Là. Tu struggles, C'est pas là, 45 000. extraordinaire. Tu ne fais aucun voyage et genre, tu checkes Fait que ton j'aimerais compte. ça, je pense, redorer un peu cette idée-là. Je veux dire, c'est nous, on est la grosse majorité de la population, on est pauvre, on n'a pas à avoir honte de ça. Être pauvre, c'est pas une tare, c'est pas de notre faute, c'est pas parce qu'on a mal fait quelque chose. Tout le monde peut pas, puis veut pas être riche. Je veux dire, c'est quoi cette idée de société-là où tout le monde est entrepreneur, où tout le monde est médecin? OK, mais comme, ça se peut-tu avoir le goût d'être tenancier de bar, d'être serveuse? Ça se peut-tu avoir le goût d'être jardinier? Non, il faut tous qu'on soit comme dans la crypto. C'est quoi cette folie? C'est même pas possible, c'est pas soutenable. Ce segment où Philippe s'emporte est sponsor par Babine. J'ai mal à l'épaule tellement je me fâche. Mais Phil a lâché son attel, puis... Et je swing les mains comme un vrai Italien. Mais non, mais tout ça me rend Ouais. dingue. Je trouve qu'il y a comme une folie là-dedans, puis c'est plus une question d'opinion. C'est-à-dire que moi, je suis rendu à un point dans ma Mais vie... c'est une guerre des classes. On est dans une On est guerre dans des une classes. guerre des classes, puis moi, je vais être bien franc, je ne veux plus débattre avec les gens qui ne sont pas d'accord. Je veux juste rassembler les gens qui sont d'accord et qu'on la fasse, cette guerre, parce Ouais. que honnêtement, le débat, on en a comme plein notre cul. Moi, j'ai pas le goût là, de débattre avec des gens qui pensent que si t'as pas ton secondaire, tu devrais mourir dans ta marde, puis pas avoir droit à des soins de santé, puis que les enfants devraient pas manger le matin si leurs parents ont des moins bonnes jobs. Ça m'intéresse pas d'avoir leur opinion. Je serai jamais d'accord avec eux, puis je pense que ces gens-là sont dangereux pour la société, puis qu'on devrait pas tolérer ça. Fait que je suis pas ici pour débattre avec le monde, je suis ici pour mettre de l'avant des idées que je crois importantes, puis j'ai envie que les gens avec qui ça résonne, on se rassemble autour de ça, on se rencontre dans la rue, on vit des choses dans notre quartier. Il va falloir qu'on mette des choses de l'avant. Là. Le monde va mal, puis ça va pas aller mieux juste demain parce que plus le fun, puis ça va pas Et être moi, en je votant. vais vous parler de quelques essais que j'ai aimés et j'espère que le contenu vous plaira. Ben non, c'est pas vrai, je suis autant tabarnak que toi, tu sais. Puis des fois, on essaye de pas tout le temps être en train de parler de ça, mais c'est vraiment un moment charnière dans l'humanité où les inégalités n'ont jamais été aussi clivantes entre les riches et les pauvres. C'est du jamais vu. Oui, Il y a genre... c'est pire que dans le temps de la monarchie. Ça C'est dit pire. quelque chose, ça, Oui, là. tu sais, il n'y a même pas les paysans. C'est juste, on est tous là dans nos appartes à espérer demain vivre. Tabarnak. On n'a même pas de terre à cultiver. Fait que moi, je suis avec toi là-dedans. C'est des sujets qu'on va aborder beaucoup, qui vont revenir dans mes lectures. Parfois, ça se peut que je vous lise de la poésie aussi pour vous donner un peu espoir. On va recevoir des gens qui ont fait du théâtre, qui font de l'art. Oui, on va parler de des différentes essayistes. choses, mais effectivement, j'ai des petites tendances à être fâché. Ouais, ouais, puis puis ceux qui connaissent pas Phil, ça, c'est très normal. Et ceux qui connaissent Phil, ben bienvenue au Temps des monstres, parce qu'on va en parler à chaque Oui, semaine. alors je pense que justement, ça met fin à notre premier épisode. Je vous rappelle que oui, effectivement, vous pouvez vous abonner au Patreon. Pas tout le monde, hein? Faites pas de nous des bourgeois, Ouais, mais quand même, permettez-nous de payer nos crises de loyer, puis s'il vous plaît, s'il vous plaît. à chaque fois qu'on parle d'un livre, d'une pièce de théâtre, d'un animateur bourgeois, on va mettre le lien sur le Patreon C'est vrai. avec la liste des sources de l'épisode s'il y a lieu. J'aimerais aussi prendre un instant quand Oui. même pour remercier le membre secret de Le Temps des monstres, Fred Pellerin. Étrangement, oui. Je suis le premier surpris. Merci à vous. mais surtout dans mon cœur Babine, honnêtement. Fred, j'ai rien contre toi, mais moi, c'est vraiment Babine qui m'habite. Non, c'est bien sûr Julien Charbonneau, Bonjour, mes petits monstres. notre monteur, puis je dirais même notre réalisateur. Parce Oui, que- c'est notre réalisateur, puis c'est aussi le jingler.
C'est lui qui effectivement qui va s'occuper de tout l'habillage, qui va faire la musique Qui va d'intro. couper quand on sac trop, qui va... Ben non, il va pas enlever Mais nos non, sacs. tabarnak, on a le droit de sacrer colis, on est pas Radio-Canada ici. Hello! Mais oui, effectivement, Julien, fait qu'on est 3 là-dedans, puis on espère honnêtement que ça va vous parler. Si vous n'en avez pas l'argent, ben c'est correct, là. Suivez-nous partout. Un épisode sur 2 va être gratuit sur Ouais. toutes les plateformes. Ouais. Le deuxième va être disponible sur Patreon sous abonnement. On va garder ça pas trop cher. Oubliez pas d'écouter nos acolytes de gauche, Fred Savard et Café Snake. Oui. 2 excellents podcasts. Si vous voulez un truc, moi j'en ai un truc parce que moi j'ai fait 31 000 l'an passé, taxe incluse. Et je suis abonné à plusieurs Patreons. Et comment j'ai réussi à faire ça? Ben c'est simple, j'ai plus le câble et je ne paye pour aucune Aucune plateforme de streaming. Netflix, Amazon, déconnectez-vous de tout ça. Puis si vous voulez, venez sur le Patreon, je vais vous expliquer comment streamer illégalement parce que... On a plein de sites, là. Ah, Nous, il là, faut- la qualité est super bonne, ça Incroyable. bug pas, il n'y a pas de pop-up et on Malade. écoute des films qui viennent de sortir. Puis sais-tu quoi? Je me sens zéro mal de voler des compagnies multimilliardaires avec plaisir que je vais les voler vos films puis vos affaires. Je m'en torche, mais en échange, ça me permet de m'abonner à des Patreons. Moi, je suis abonné au Patreon de Anarchet. Ouais. Je suis abonné au Patreon de Julie Reich, Julie Reich, ma psychanalyste négative préférée. t'es abonné à Il est minuit comme une flèche, ma Je suis balado de abonné poésie à ta que balado de 4 poésie. personnes suivent, C'est mais vrai, on fait mais- du gros travail. 3 plus moi. Et je suis aussi abonné au balado de Étienne et Gabriel Lesocolard. Étreinte à la mer. Étreinte à la mer, je suis abonné à ça. Là, on est abonné à Fred Savard puis à On Café est abonné à Snake. Fred Savard, on est abonné à Café Snake. C'est possible de le faire. Puis je veux dire, je vous dis pas ça, faites ce que vous voulez, mais je pense que je suis comme tanné un peu de... On n'est pas capable de payer 5, 7, 9 $ par mois pour du contenu qu'on apprécie, qui vient d'ici, Surtout un épisode par semaine qui d'une parle heure. de nous. Ouais. Chris, ça coûte combien Netflix à ça? Ça coûte comme 28 piastres. C'est super cher. C'est une fucking joke. Genre, désabonnez-vous de ça. Je vais vous montrer comment streamer, puis on va voler les riches ensemble. Ça va être super le fun. Eat the rich. Bonne semaine. Bonne semaine!